Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour Étienne. Bonjour, bienvenue à BDelirium. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une bande dessinée qui colle à l'actualité cinématographique. Je vais y arriver, excusez-moi. Donc, ça s'appelle Infinity. C'est écrit par Jonathan Hickman et dessiné par Deodato Jr., que j'aime beaucoup comme dessinateur. Et Jonathan Hickman, vous le connaissez peut-être par une de ces bandes dessinées que j'aime bien de lui, qui s'appelle Manhattan Project, dont je crois que j'avais parlé dans une précédente chronique. Alors Infinity, c'est l'un des derniers grands runs Marvel que j'ai apprécié, avec Thanos, personnage emblématique du MCU actuellement, avec la sortie du nouveau film Marvel, Avengers Endgame. Ah voilà. Que j'ai pas encore vu d'ailleurs. Alors, Infinity, c'est très simple, ça change par rapport au film. Les Avengers ont été appelés à la rescousse quelque part dans l'univers par les gardiens de la galaxie, suite à une grosse menace et autres, enfin, qui menacent la galaxie, l'univers tout entier. On est dans une sorte de guerre des étoiles. C'est ça. Et Thanos en profite, malin comme il est, pour débarquer sur Terre. Et je ne vous en dirai pas plus, cela gâcherait la lecture de cette bonne bande dessinée. Merci Étienne. Au revoir. De rien, au revoir. Bonjour, un coup de cœur, une des dernières publications des éditions Finitude. Le livre de Rodolphe Barry, au beau titre, Honorer la fureur, une bio romancée de James Hadji. Mais d'abord parlons de Finitude, une maison d'édition créée en 2002 et installée en Gironde, tout près de Bordeaux, au Bouscat. Ah, les petites ou moyennes maisons d'édition. Ah, pour certaines en tout cas, leur catalogue. Celui de Finitude, c'était pour moi surtout des grands Français, souvent morts. Des Georges Perros, des Raymond Guérin, mais pas que. Gilles Ortlieb par exemple. Mais c'était ma vision. Finitude publie aussi beaucoup de jeunes écrivains. Rodolphe Barry est l'un d'eux. Il est né en 1969. Il travaille sur les écrivains. Il a écrit sur Charles Juliet et sur Raymond Carver, avant ce livre sur James Hadji. Ce livre est scotchant, comme sans doute James Hadji l'était. Un homme complexe, survolté, vivant à 300 à l'heure, se consumant, plein de passion et d'idéaux. James Hadji est jusque-là peut-être assez peu connu en France. Il a d'abord été journaliste et pour le journal Fortune, il est allé avec Walker Evans, le photographe, rencontrer les métayers pauvres du cœur de l'Amérique, broyés par la crise de 29. Et cela a donné un très beau livre, Louons maintenant les grands hommes, qui a eu bien du mal à sortir. Ce que raconte Rodolphe Barry. C'est cette difficulté d'abord à être publié et combien cela casse Hadji. Mais Hadji, c'est aussi le cinéma. Il en est un grand connaisseur. Il en devient un critique reconnu. Grâce à cela, il rencontre ses héros, John Huston, Charlie Chaplin. Il devient leur ami. Il devient le scénariste à Hollywood de Huston et pour le seul film de Charles Laughton en tant que metteur en scène, La Nuit du Chasseur, avec l'extraordinaire Robert Mitchum. C'est avec la musique de ce film que nous finirons et avec une information. Au studio jusqu'au 30 avril, allez-y, vite, vous pourrez voir Nice Girls Don't Stay for Breakfast, un documentaire de 2017 de Bruce Weber sur et avec Robert Mitchum. Au revoir. Once upon a time
time there was a pretty fly. He had a pretty wife, this pretty fly. But one day she flew away, flew away. She had two pretty children, but one night these two pretty children flew away, flew away into the sky, into the Ludovic Paco-Grivel, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes au théâtre des Bains-Douches et alors je suis heureuse de vous rencontrer parce que j'ai appris que c'était la fin de la saison. Oui. Et la date m'a étonné. Eh oui, parce que d'habitude on finit en avril, mais là les vacances étaient ainsi placées que c'était très difficile de programmer quoi que ce soit au mois d'avril, parce que j'avais 6 jours pour le faire en début de mois, et que les vacances vont jusqu'au 23, et qu'on sait très bien que stratégiquement, il vaut mieux pas programmer la semaine avant une période de vacances et la semaine après une période de vacances, parce que tout le monde est en train de se dire au fait qu'est-ce que je fais de mes vacances, etc., et on n'a pas bien la tête à son agenda culturel, et du coup on s'est posé la question, mais pour être tout à fait honnête, prendre le risque, entre guillemets, hein, c'est les marins pêcheurs qui prennent des risques, de programmer un spectacle qui va être très peu vu parce qu'il est mal placé pour l'équipe, pour nous, pour l'argent public. On s'est dit allez, on fera rien en avril cette année, on va mettre un petit peu plus d'argent ailleurs, et puis on... Voilà. Donc c'était un mois trop tronqué pour faire quelque chose. On est en vacances du 7 avril au 23 avril, alors c'est compliqué cette année. Voilà, l'année prochaine, on aura 15 jours pour travailler et on retrouvera un spectacle au mois d'avril. Voilà. Alors, parlez-moi de cette saison peut-être qui vient de s'écouler. Alors, la saison qui vient de s'écouler, alors c'était une saison... on était en équipe réduite au Bains-Douches, c'était aussi un choix. Et avec un spectacle de moins, on a accentué le partenariat avec le Volcan, donc avec une présence de la scène nationale. Depuis quelques années. Oui, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Mais non, c'est une belle saison, on était très contents. On a commencé au mois d'octobre, hein, traditionnellement. Enfin, on a commencé le dernier vendredi du mois de septembre avec un concert d'ouverture qui était très chouette. C'était quoi cette année? Tiens, ah mais oui, c'était le conservatoire cette année. Voilà. On avait tous les partenariats. C'était les professeurs de jazz du conservatoire. Pardon. À eux. C'est nul de ma part. Et puis après, on a eu un super, ce qu'on appelle un ciné-concert. Alors c'est un objet un peu hybride parce qu'on n'est pas sur un cinéma, on n'est pas vraiment sur un concert, on est un petit peu entre les deux. Les gens ont un petit peu du mal avec les ciné-concerts, ils savent pas trop ce qu'ils vont voir, mais enfin ça s'était bien passé, d'autant que c'est un ciné-concert qu'on avait déjà vu au Tetris, et comme c'est des copains qui l'ont fait, qu'on les adore, on les avait fait revenir, quoi. Voilà, donc ça c'était super chouette. Après, au mois de novembre, on a eu on a eu la création d'un spectacle qui s'appelle Départ avec Bajour, qui est la jeune compagnie dont je pense on va entendre parler. Ça c'est une création de cette ampleur-là. Ça n'était possible que grâce au Volcan. Oui, c'est pas le Volcan qui les avait découverts, c'est vous. Alors c'est pas moi qui les ai découverts, mais disons que on les a vus très tôt. Oui. Donc effectivement, j'avais vu cette maquette il y a 3 ans. Après, la compagnie avait une actualité ainsi faite qu'on n'a pas pu le faire l'année dernière. Et puis j'ai demandé à Jean-François s'il avait envie de prendre de participer à cette aventure-là, en lui disant que c'était un risque mesuré parce que la compagnie était quand même
avait le vent en poupe, avait connu un très beau succès avec un autre spectacle au dernier festival d'Avignon. Donc il a eu envie de le faire, et on s'est fait plaisir là-dessus avec une belle création d'un spectacle. Je pense sera repris et va grandir et devenir un très 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 beau spectacle. Vous choisissez vos spectacles avec Jean-François Drian ? Alors avec Jean-François c'est très simple, on discute beaucoup, j'amène des dossiers, il me soumet des dossiers, on travaille, on se dit oh tiens ça on a envie, on n'a pas envie, si un des deux a pas envie de le faire on le fait pas en fait, c'est très simple, c'est très simple parce que c'est très honnête, c'est très voilà, c'est très simple, c'est le mot qui me vient, j'en trouve pas d'autre. Oui. C'est vraiment simple de travailler avec Jean-François, et très agréable surtout. Oui, voilà. Sachant que chaque salle a sa spécificité. Mais nous, on a ce qui est chouette, c'est que je vais pas dire que j'ai un savoir-faire que Jean-François n'a pas, mais disons qu'il a plus l'outil pour mettre en place un regard particulier sur l'émergence de jeunes compagnies. C'est-à-dire qu'avec un plateau comme il en a un et 800 places, tu fais pas de l'émergence. C'est évident. C'est impossible. Oui. Or, Jean-François, il a une vraie envie de ça, et il peut plus le faire. Donc du coup, il est très content d'avoir un partenaire qui adore ça, qui cherche beaucoup. Oui. Moi, je lui soumets énormément de projets. Je dis pas oui à tout, mais disons que c'est facile de travailler ensemble. Oui, voilà. Je me souviens, qu'il aime bien effectivement les pièces. Il disait quelquefois c'est un laboratoire. Alors on pouvait être surpris, voire choqué, mais il dit mais il faut que ça se passe. Il faut que ça se voit, il faut que ça travaille. Il a une vraie envie de ça, Jean-François. Donc je pense que ce partenariat il est heureux, quoi, en fait. Et puis ça se passe vraiment super bien, quoi. Est-ce que vous avez mis en commun vos publics ? Oui, aussi. Est-ce que vous avez les mêmes supports de communication ? Non, on a des supports de communication différents. C'est ce qui nous permet, je pense, justement de travailler sur des publics très très différents. Oui. Il y a pas de, je vois pas de grosses. Je vois pas de grosses zones noires à ce partenariat, parce que le public des bains douches, j'aime pas dire ça parce que le public il est de nulle part, il va là où il a envie d'aller. Mais les gens qui avaient pris l'habitude de venir au bain douche, ils sont pas pénalisés par ce partenariat, parce que nous on faisait en moyenne 2 représentations. Là, bien souvent dans ce partenariat-là, on en fait 4, parfois 5. Oui. Donc il a le temps de venir. Par contre, c'est vrai que le Volcan, il a une force de frappe en matière de public qui est loin d'être celle du théâtre des bains-douches. Ça va mieux en le disant, mais c'est flagrant, évidemment. Donc il faut quand même, et ça je leur dis, il faut quand même que les gens qui prenaient le temps de réserver, ça accélère un peu les choses. Là, je sais que par exemple sur un spectacle dont on va peut-être parler plus tard, on a eu beaucoup de gens qui se sont entre guillemets plein, mais je leur disais mais oui, mais quand je vous dis de pas tarder et que ça va être plein très vite. Oui, c'est vrai qu'on ne mesure pas. Tardez pas, quoi. Et il y a des gens qui n'ont pas pu voir Orphelin par exemple et qui étaient très tristes, quoi. Je me suis dit le truc c'est quand en fait c'est vrai que quand on vous dit tardez pas trop, tu fais oui ça va. Oui, c'est vrai. Je la connais la chanson, quoi. Oui. Sauf que là c'est pas une chanson en fait. Il y a vraiment des spectacles. On venait presque en voisin comme ça. Voilà. Et puis reste bien une place. C'était pas gênant, mais là c'est pas tout à fait pareil. Là, ouais, ces dernières années, même avant le partenariat avec le Volcan, il fallait pas trop tarder. Exactement. Quand même, Oui, c'est vrai. Mais parce que encore une fois, on programmait beaucoup moins de dates. Donc grosso modo, quand tu fais 2 dates, t'as 200 personnes à aller chercher au bain de douche, quoi. Oui, et ces 200 personnes viennent de confiance. Et oui, donc on les a assez rapidement. Par contre, quand ils voient que effectivement il y a 4-5 dates pour réserver, je dis mais non, en fait, c'est parce que ces 200 places là. Je vais en avoir, je dis, elles sont réparties sur 5, donc en fait je vais avoir 40 places par soir. Réparties sur 5 dates. Donc en fait ça va hyper vite, quoi. Et puis il y a des gens du Volcan qui ont compris aussi comment ça se passait, quand il n'y a plus de place au Volcan parce que le Volcan
vend ses places très très vite, Oui. c'est très rapidement, appelle les bains-douches pour savoir si les bains-douches en ont, quoi. Donc voilà, non, il faut pas trop tarder maintenant. Bon, que ce soit dit pour l'an prochain. Exactement. Parce Oui. que là, mais en même temps, l'année dernière, c'était quoi? Il y avait un spectacle comme ça, des gens, alors à 2 ans, en plus je suis en fin de saison, je suis un peu fatigué. Il y a un spectacle comme ça, attends, je le recherche vite fait, c'est rigolo. Là, on vient de faire 17-18. Il y a un spectacle comme ça que les gens n'ont pas pu voir. Voilà, planning 17-18. Je me rappelle plus lequel c'était. C'est parce que c'était complet. Et c'était exact. C'était Dévore. Ah oui. Dévore. Oui. Dévore, les gens ont pas pu. Il y a plein de gens qui n'ont pas pu le voir il y a 2 ans. Oui. Alors là, on est déçus. Eh ben oui, t'es déçu. Forcément que t'es déçu. Ma foi, c'est pas force de l'avoir dit. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Le pas de BEM aussi. Le pas de BEM, il y a plein de gens qui n'ont pas pu le voir. Enfin, en fait, grosso modo, tout ce qu'on fait avec la scène nationale, faut pas tarder. Faut quoi. pas tarder. Et l'année prochaine, on en fait beaucoup. On en fait plus que la saison qui vient de s'écouler. Donc du coup, voilà. Au mois de décembre, traditionnellement, maintenant, on a fait la 2e, on fera la 3e, et j'espère la 4e et la 5e, et parce que j'espère que ce festival aura une belle vie. On a eu la 2e édition du festival ad hoc, qui est un festival développé là par le Volcan, dont on est partenaire. Alors là, c'est la cellule entre guillemets jeune public du Volcan qui gère l'affaire, parce que c'est une cellule c'est un festival de création. Et nous on n'a pas le enfin c'est pas qu'on n'a pas le savoir-faire, mais on n'a pas le réseau sur le jeune public, puisqu'on n'en a jamais fait. Oui, de toute façon, c'est Donc, nouveau là. Voilà. Ce festival. En janvier, qu'est-ce qu'on a fait en janvier? Ah oui, en janvier, en janvier on a eu une création, c'est peut-être pas la meilleure chose qu'on ait fait ces dernières années. Après il y a eu Orphelin, dont on vient de parler, qui était été plein très 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 vite, qui a cartonné. Alors effectivement, là il y a quand même des gens qui ont pu bénéficier. On était en pleine épidémie de grippe, donc il y a eu tous les soirs on a pu faire rentrer des gens qui étaient venus un petit peu au dernier moment comme ça. Et puis là on vient de terminer avec un super beau spectacle qui nous venait de Belgique, qui s'appelait Daisy Tambour. Voilà, on n'a pas fait tout à fait le plein. Il y avait beaucoup de choses la semaine dernière, c'est vraiment dommage, parce que ça a cartonné. Tous les gens qui l'ont vu étaient hyper ravis, mais c'est vrai qu'il nous a resté il y avait une 20aine de places tous les soirs. Voilà. Vous allez à Avignon tous les ans? Tous les ans. Oui. Et c'est là que vous faites votre marché? Là par exemple, Daisy Tambour, c'est à Avignon que je l'ai vu, mais c'était le seul de la saison. Donc c'est là que ça dépend, parce que vraiment là je suis en train de regarder la saison prochaine. Si j'abandonne une partie de moi que j'adapte, c'est Avignon que je l'ai vu. Tout le reste non. Non. Ce sont des choses qui datent de plus longtemps, mais c'est important d'être à Avignon, parce que c'est là que tu prends des renseignements, c'est là que tu vois les jeunes compagnies aussi, où tu dis peut-être pas sur ce spectacle là, mais c'est important. Puis faut tendre l'oreille. Oui. Puis c'est là qu'on voit l'énergie aussi des compagnies. Oui, puis les thématiques, de ce qui se fait, de comment ça se fait, ou quel endroit en sont les compagnies, etc. Non, c'est un moment important, il faut y être. Ah oui, bien sûr. Et puis après, c'est comme n'importe quel festival, selon les saisons, selon les éditions, il est plus ou moins intéressant, quoi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais c'est vrai que tous les ans, je ramène au moins un projet, Au moins un. Alors, je crois que vous êtes aussi professeur d'art dramatique au Conservatoire Honegger. Oui. Alors, racontez-moi ça un peu. Parce que là, c'est la transmission, c'est former des jeunes au métier de comédien, enfin au métier où... Moi la transmission, c'est depuis que je suis sorti de la fac, la mise en scène et la transmission jusque donc à l'arrivée à la direction d'un théâtre, avec une école, c'était hyper important. Donc la transmission, elle est au cœur de mon parcours depuis toujours. De différentes façons. Ça fait 20 ans que j'enseigne, c'est une vraie passion. C'est devenu une passion
Enfin, c'est devenu un élément important de mes journées, ça c'est sûr, depuis 6 ans maintenant, puisque j'ai repris le conservatoire, le département d'art dramatique il y a 6 ans, avec Anne-Sophie Pochet d'Acté au tout début, qui a pas pu malheureusement, qui a été une camarade qui a été obligée de m'abandonner en route. Et puis, oui, la transmission, c'est évidemment, c'est tout à fait essentiel. Après, on les forme, ils arrivent, ils ont 14 ans, ils ressortent, ils en ont 19, c'est vraiment le démarrage. Si malheureusement après, si jamais ils avaient envie de plus, ils seraient obligés de quitter la ville. C'est d'ailleurs ce qui se passe tous les ans. Et bien évidemment, en général, quand tu vas, je ne sais pas, pour reprendre, je sais pas, quand tu vas faire tes études à Bruxelles, revenir au Havre est pas même si la ville est chouette, quand t'as passé 3 ans à Bruxelles, revenir au Havre, c'est pas une évidence. Pareil, quand tu passes par Paris, quand tu passes par Bordeaux, quand tu passes par Rennes, quand tu passes par Strasbourg, généralement t'as tendance à rester avec tes camarades là où tu as. Donc bien voilà, sûr. On perd systématiquement les élèves qui souhaitent poursuivre des études de théâtre sont obligés de quitter la ville. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Voilà. Oui. Alors j'espère que ça changera un jour. Ça peut changer. J'en sais rien, c'est pas moi qui décide de ça. Oui. J'ai évoqué le sujet. Oui. Dans le diagnostic que je fais moi, une ville comme Le Havre avec aussi peu de compagnies professionnelles, de compagnies professionnelles, de comédiens professionnels, parce qu'on est quand même très peu. Mais bien sûr. C'est tout sauf un hasard, et il faut évidemment le remettre en balance, quoi. Si tu peux pas te former, tu vas ailleurs. Moi, je suis allé me former à Paris. Je suis revenu pour reprendre le théâtre des Bains-Douches, mais c'est un hasard complet. J'avais pas du tout projeté de revenir au Havre. J'aimais beaucoup y revenir pour voir mes parents, mais ma vie était clairement ailleurs. Bon, après, je suis très content d'être revenu. J'adore cette ville. Je pense qu'on peut faire bien mieux que ce qu'on fait. Je trouve qu'on peut faire bien mieux encore. Ça veut pas dire qu'on fait mal, ça veut dire qu'on peut faire encore mieux. C'est ça. D'accord. Oui, bien sûr. Oui. Il y a plein de choses à développer, et évidemment la pédagogie en fait partie. Mais c'est une décision qui ne m'appartient pas, que je ne juge pas, que je ne trancherai pas, parce que si je devais la trancher, elle serait tranchée déjà. Oui. Mais oui, ça fait partie des choses qu'une grande ville doit avoir. Bien sûr. Bien sûr. D'autant que le conservatoire s'est beaucoup développé là ces dernières années. Oui, et puis avec. Quand je dis ça, je pense que c'est pas le conservatoire qui se questionne, c'est la mairie qui se questionne. C'est la direction du conservatoire. Je pense qu'elle ne demanderait pas mieux. Oui. Mais tu peux pas faire plus avec. Autant, si tu veux faire plus, si tu veux la même chose, le nerf de la guerre c'est l'argent, si tu veux faire plus, faut dépenser plus, sinon tu fais pas plus. Oui, ça ce sont des paris ou des choix politiques, on va dire. Oui, ce sont des choix politiques, ça va dans le sens noble du terme, c'est-à-dire l'art d'administrer la cité, la politique au sens grec du terme, l'art d'administrer ma cité, j'en suis l'administrateur, qu'est-ce que je considère être bon pour elle est peut-être moins important. Bon, force est de constater que la formation théâtrale est peut-être pas une priorité. Et ce que je peux comprendre, moi j'y vois pas de. Je le dis pas pour être méchant, chiant ou je ne sais quoi. C'est juste que c'est clair, c'est pas une priorité et puis c'est tout. Mais il faudrait que ça change. Faudrait que ça change parce que c'est un écosystème, une ville et une grande ville, ou une ville qui veut devenir une grande ville, une ville qui prend en exemple des grandes villes de culture comme Nantes, comme Lille, tout à fait. Doit se doter des mêmes outils. Et dans chacune de ces villes-là, il y a une école de théâtre importante, une école de musique importante, une école de danse importante, un nombre de compagnies professionnelles qui est quand même bien au-delà de celui qui...
Oui. qui nous concerne nous. Oui. Donc oui, il y a plein de choses à faire, mais est-ce qu'on en a envie? Est-ce que c'est important? Évidemment, si tu demandes à un homme de culture, il va dire bien sûr que c'est important, mais je sais pas moi. Oui, bien sûr. La lutte contre tu vois. Tout à fait. Il y a des choses qui sont très importantes au Havre, Oui. et on voit bien que tout le monde est tenu par les rênes de la bourse, et qu'il faut faire des choix. Parfois, c'est pas voilà. Évidemment, le choix de la culture n'est pas tout de suite productif, n'est pas tout de suite rentable, si on peut utiliser ce mot, parce un que peu commerçant. Mais c'est-à-dire, du coup, peut-être ça freine des décisions. Et ouais, je pense que mais ça, on le voit partout quand je discute avec des camarades d'autres villes, on en est tous là. C'est-à-dire que les fruits de la culture, tu les récoltes à 10 ans. Oui, tu vois, c'est comme un bon vin. Peut-être sur une petite génération aussi. Exactement. Avec la formation artistique. C'est comme un vin, c'est comme un bon vin. Oui. Il faut qu'il ait le temps, il faut lui laisser le temps de vieillir. Il faut laisser au raisin le temps de faire son fruit. Il faut le récolter au bon moment. C'est des choses qui sont longues. Parfois, les premières années, même un peu décourageantes, parce que tout le monde aimerait avoir des résultats assez immédiats. Mais avec la culture, c'est pas le cas, c'est impossible. Non. On peut pas faire vite et bien. C'est impossible. On peut faire relativement vite, mais 10 ans, ça me paraît être raisonnable. Or, il n'y a plus aucun mandat politique et il n'y a plus aucun personnage politique capable de faire un pari sur un mandat dont les fruits seront récoltés peut-être par quelqu'un d'autre que celui qui les a initiés. Alors, on est sur c'est le court moyen terme qui prime, qui prévaut, parce qu'ils veulent que les politiques veulent que le résultat soit sur le temps d'un mandat, parce qu'ils vont pouvoir utiliser ce résultat. Or, là, il faut faire un petit pari, parce qu'il n'y a rien à faire sur un temps de mandat en termes de matière, en termes de matière culturelle. Il y a très peu de chances de se dire, voilà, dans 5 ans, j'en verrai les fruits déjà. Non, dans 5 ans, tu vas voir que ta vigne est belle, mais que le vin, pour l'instant, produit... mais que le raisin, pour l'instant, produit un raisin que c'est pas le moment de cueillir, quoi. Oui. Voilà. Sauf que le temps étant écoulé, 10 ans après, tu sens une autre ambiance dans la ville, tu sens d'autres liens, peut-être entre les habitants, tu sens peut-être des curiosités. Entre le moment où je suis rentré maintenant, c'est ça que tu veux dire ? Non, si tu prends une décision politique, celle-ci, de faire le choix de la culture, peut-être t'as pas les fruits au bout de 5 ans, mais tu les as au bout de 10 ans. Oui, c'est ça, voilà. Et tu t'en rends compte. Ouais, mais c'est pas sur ce qu'on appelle le temps d'un mandat. Bien sûr. Tu vois. Oui. Un maire, un président de région, de département, un président de la République, il a absolument, surtout par les temps qui courent, absolument aucune certitude quant à sa réélection. On sent que tout est fragile, les électeurs sont volages, c'est un pari qui est pas facile à prendre. Ce sont des paris, oui. Mais oui, ce sont des paris. C'est ce qu'on m'a dit à propos de la folle journée de Nantes. Qu'au départ, ça venait de la passion du fondateur, mais aussi que c'était un pari. Effectivement, il a fallu l'accord du passionné, du fondateur passionné et de l'élu pour que ça marche. Oui, mais évidemment, par exemple, Lille, qui est une ville chouette aussi, il y a une école qui est en train d'émerger, enfin qui a émergé maintenant, et qui, moi, à mon époque, n'existait pas sur la carte des écoles qui comptaient, quoi. Donc c'est bien qu'il y a quelqu'un qui à un moment s'est dit, cette équipe est chouette, je la développe, cette école on la développe et on lui donne les moyens de le faire. C'est toujours la même chose. Il faut croire en un projet, et la
personne qui tient ce projet doit être aussi capable de séduire les gens qui sont à même de pouvoir le développer, ce projet. Moi, force est de constater que sur un certain nombre de projets, je n'ai séduit personne. Et c'est pas très grave. Non, mais c'est vrai aussi qu'il faut de la curiosité en face. C'est comme les publics, il faut qu'ils soient curieux. Et Ouais, voilà. c'est aussi une question de personnalité. Ça peut pas matcher avec tout le monde, quoi. Moi, j'en sais rien, en fait. C'est pas moi qui décide. En tous les cas, le Théâtre des Bains-Douches vit de belles aventures. Ouais, puis pour la 30e année l'année prochaine, il va avoir 30 ans. Ce sera l'anniversaire. Ouais. Oui. Avec des sièges fatigués, mais Ah, malheur. c'est comme ça, quoi. Oui. Il y a des Oui, sièges oui. qui ont 30 ans, donc ils sont forcément un bout de 30 ans, ils sont un peu fatigués. On peut pas envisager de les changer. Ah. C'est une question de subvention. Oh, j'en sais rien, je sais pas de qui ça dépend, ce dossier. Il est passé de main en main. Ah, l'appel est lancé. Voilà. Voilà. Bon, l'appel est lancé, non, l'appel est pas lancé, non, je dis ça, c'est vrai que c'est un vieux dossier, Et ça serait bien qu'un jour, ce soit un dossier d'actualité. Les spectateurs seraient très contents. Ouais, les pompiers aussi. Oui. Ah oui, bien sûr. Bien pompiers sûr, aussi. bien sûr. Eh bien, Ludovic Paco-Grivel, merci beaucoup. C'est moi. Bonjour Caroline. Bonjour Isabelle. Alors, le fil des pages. Quels sont les conseils cette semaine? Alors cette semaine, je vous transporte en 2060 Oula. avec Marc Duguin qui vient de signer son tout nouveau roman qui s'appelle Transparence, qui est à la fois un roman d'anticipation où il nous parle d'immortalité, de base de données, d'intelligence artificielle, de transhumanisme, de Google, de Monsanto, voilà. Il aborde énormément de sujets pour nous faire réfléchir sur ce que l'on vit actuellement. C'est un roman. C'est un roman, c'est tout à fait un roman. C'est pas de la science-fiction. Ça reste tout à fait, contemporain. Voilà, simplement, il nous transporte dans quelques années avec une jeune femme qui a mis au point une sorte de programme basé sur des algorithmes où on peut réimplanter son âme dans un corps artificiel. Et pour cela, elle va décider de sélectionner les gens qui sont moralement probes et qui auront droit à ce programme. Avec une fin qui nous tient en haleine et en même temps une réflexion sur, à partir du moment où on a le droit à l'éternité, que vient la religion qui nous fait croire, dont tout le postulat porte sur le paradis, la vie après la mort, etc. C'est extrêmement intéressant parce que ça nous fait réfléchir sur énormément de choses Et puis de une notre sorte époque. de meilleur des mondes. Oui, avec une approche peut-être elle traite de l'eugénisme, elle traite de tout ça, et c'est l'héroïne, mais c'est surtout Marc Duguin à travers ce roman-là. Eh bien, merci beaucoup, Caroline. Merci Isabelle. C'est la fin de Viva Culture. À bientôt. Bonne semaine. Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.